Bonjour Jean-Claude Boal, ancien président du collectif des associations citoyennes. Tu devais intervenir donc au Salon du Livre d'Arras. Il se fera en numérique. Est-ce que tu peux nous dire un peu le contexte de ton intervention? Bonjour Vivien et bonjour à tous. Ça fait plusieurs années que le collectif des associations citoyennes intervient au Salon du Livre d'Arras le 1er mai. Et là, il devait y avoir un débat que je devais introduire par une conférence d'une demi-heure à peu près pour donner un certain nombre d'éléments sur le rôle des associations face à ce système global qu'est le capitalisme et auquel nous nous heurtons. Compte tenu des circonstances, bien entendu, nous ne pouvons pas faire ça comme c'était prévu. Donc, ça s'est traduit par finalement un texte relativement court qui aborde un peu ces questions-là. Et cette vidéoconférence, sur la base de questions, de façon à ce qu'on traite un peu les questions qui étaient traitées dans le texte, qui devaient être traitées en introduction du débat à, la, à Arras le 1er mai. La première question que je vais poser, c'est selon toi, la crise sanitaire était-elle prévisible? Alors, je dirais oui et non. Non, dans la mesure où on pouvait prévoir la date exacte à laquelle arriverait une crise sanitaire de ce type. Par contre, ce qu'on savait, c'est une fois qu'elle s'est déclarée en Chine, c'est qu'elle arriverait ici également. Et là, on aurait pu anticiper un certain nombre de choses, notamment sur les tests, les masques, etc. Par contre, oui, on savait qu'on aurait, à des dates indéterminées, une crise sanitaire de cette nature. Il y avait déjà eu des précédents avec la grippe aviaire, H5, N5H1 et d'autres grippes. Et d'ailleurs, le gouvernement, à la suite de ces précédents, avait mis en place un établissement pour préparer la réponse aux urgences sanitaires qui s'appelait les Prusses, justement. Et cet établissement a été, comment dire, a fusionné avec un nouvel établissement qui s'appelle Santé publique France. Et en 2016, pour des raisons d'économie, pour des raisons de mutualisation, et donc on n'avait plus les moyens d'anticiper une telle crise de ce type-là. Notamment, il n'y avait plus les stocks euh, de masques, etc. Donc, il y a quand même eu impéritie importante de la part du gouvernement et en détruisant cet établissement public qui avait pour objet justement de prévenir ce type de situation. D'accord. Est-ce que selon toi, le néolibéralisme est-il la cause, l'accélérateur de la crise? Ce qui est certain, c'est que les politiques néolibérales, depuis une bonne quarantaine d'années, ont affaibli, voire détruit les services publics, y compris le service de santé. Et on pourrait même dire notamment le service de santé. Il y a eu toute une série de dispositions, à la fois financières, compte tenu du financement des hôpitaux avec la tarification à l'acte, et législatives, réorganisant le système de santé, réorganisant les établissements de santé, qui ont abouti à la fermeture de toute une série d'établissements, de maternités, de petits hôpitaux, de structures diverses, fermeture de lits, etc. Donc, cette politique-là, en affaiblissant les services, a une responsabilité très importante. C'est évident que on aurait pu avoir une politique d'une nature complètement différente s'il n'y avait pas eu cette course au profit, cette course à la diminution des dépenses publiques et cette course à la rentabilité. Donc, de ce point de vue-là, le néolibéralisme, oui, a une responsabilité très importante. Mais le néolibéralisme, ce sont des décisions des gouvernements, des décisions humaines. Donc, c'est les décisions qui ont été prises. C'est pas le néolibéralisme, quelque chose comme ça qui arrive par l'esprit du Saint-Esprit. Ça n'a pas de sens, cette histoire-là. C'est vraiment la suite de décisions qui ont été prises pour des raisons tout à fait particulières et parfaitement assumées, qui étaient
dégager toujours plus de profits pour une petite minorité, ce qui a entraîné les inégalités que l'on connaît aujourd'hui, qui sont encore plus révélées justement par le confinement, mais aussi la destruction des services publics dans notre pays, mais pas seulement, parce que la problématique a été vraie au niveau européen et au niveau de beaucoup d'autres pays. Et selon toi, quelle est la place que jouent les associations à la fois dans le système néolibéral et est-ce qu'elles ne sont pas en fait devenues des sortes de palliatifs de l'État, des palliatifs des services publics du fait de cette transformation économique des politiques publiques? Alors, ce n'est pas la vocation de remplacer les pouvoirs publics et de remplacer les services publics. Même si, à travers des appels à projets ou surtout des appels d'offres, certaines associations sont amenées à faire des missions de service public. Les associations, elles ont beaucoup plus un but, c'est une forme d'organisation que se donnent les citoyens et les citoyennes pour décider ensemble d'un certain nombre d'activités, d'un certain nombre de choses à faire qu'elles ont décidées, dont elles définissent les conditions et dont elles définissent le mode de fonctionnement en tant qu'association. Donc, ce n'est pas un but de remplacer la puissance publique. Ce que nous constatons, effectivement, avec ces politiques néolibérales de destruction des solidarités, parce qu'à travers la destruction des services publics, c'est aussi la destruction des solidarités, c'est que les associations sont amenées à jouer un plus grand rôle dans notre société. Et c'est d'ailleurs ce que démontre l'augmentation du nombre d'associations, surtout des petites associations d'ailleurs sur les territoires ces dernières années, ainsi que l'augmentation du nombre de bénévoles, puisqu'aujourd'hui nous avons 1 800 000 associations, 23 millions de bénévoles, plus 1 800 000 salariés dans les associations, c'est quelque chose de considérable. C'est toute la société civile qui est derrière. Et il est évident que dans ces conditions-là, les associations jouent un rôle très important pour la solidarité, même avec le confinement, on le voit bien. C'est elles qui font la distribution de repas, c'est elles qui aident les gens les plus défavorisés. Et donc, elles ont un rôle tout à fait essentiel. Et elles ont un rôle aussi, j'allais dire, d'éducation populaire, c'est-à-dire de faire en sorte que les citoyens comprennent ce qu'est ce système global auquel ils sont confrontés, qui aboutit à l'austérité, qui a abouti à casser des solidarités, qui a abouti à diminuer une capacité de notre système de santé et des services publics en général. Donc, elles ont un rôle d'éducation de ce point de vue-là pour démontrer ce que sont ces politiques-là, sans prendre parti sur des questions politiciennes de telle ou telle élection, etc., mais en ayant une réflexion sur le fond et en montrant et en donnant à voir ce que de telles politiques ont comme conséquence sur la société elle-même. Donc en fait, si je comprends bien ton raisonnement, les associations, elles sont le dernier filet quand le néolibéralisme pardon, tue les services publics, affaiblit la puissance publique. Mais on le voit bien à l'heure actuelle, hein, ce sont les associations quand même qui empêchent la société de se déliter complètement. Ce sont elles qui ont maintenu un minimum de lien social sur l'ensemble des territoires. Alors avec des qualités et des défauts, avec des contradictions, avec une diversité extrêmement importante, puisque 1 800 000 associations, ça va de très grosses associations à de très petites, en passant par toute une gamme très différente, et sur tous les aspects de la vie sociale, que ce soit les aspects de solidarité sociale, que ce soit le sport, que ce soit l'environnement, que ce soit la consommation, que ce soit les problèmes culturels, les libertés, etc. Enfin, il n'y a pas de secteur qui échappe au domaine associatif pour ces raisons-là. Et effectivement, aujourd'hui, je ne sais pas si on peut dire que c'est le dernier filet, mais en tout cas, c'est elle qui empêche la société de partir dans tous les sens et se déliter complètement. D'accord. On voit à l'aune de la crise donc, du Covid et du confinement, le développement exponentiel du télétravail, des achats en ligne avec Amazon qui tire des profits assez faramineux, les réflexions qu'ont un certain nombre de gouvernements sur le tracking, etc. Est-ce qu'on n'assiste pas à une sorte de mutation du capitalisme vers le tout numérique ou la digitalisation du capitalisme? Alors,
Il est certain que le capitalisme, parce que c'est un système global qui englobe tous les aspects de la vie individuelle et en société, a d'énormes capacités d'adaptation. Donc, je pense qu'il saura effectivement utiliser le numérique pour essayer de se perpétuer et de poursuivre la politique qui a été menée jusqu'à présent, qui est une politique de maximisation des profits au profit du capital, pour aller vite. Donc, ça oui, il essaiera d'utiliser ça. Mais nous ne faisons pas d'illusions. Je pense qu'il y a beaucoup à la fois d'illusions et d'enfumage derrière cette histoire du tout numérique. Parce que il n'y a pas de tout numérique sans aspect matériel derrière. Pour avoir Internet, il faut avoir un ordinateur. Pour avoir l'ordinateur, il faut aller chercher des matières premières, il faut les transformer, il faut un système industriel. Donc, il y a une matérialité très forte derrière. On voit aujourd'hui, avec ce que Macron met en avant, les premiers sur les tranchées, les premiers de tranchées, un afflux de patients dans les hôpitaux, avec des personnels soignants qui font un travail très concret, très matériel. Et ça se fait pas par Internet. C'est pas vrai qu'on peut soigner ce qui se passe avec le coronavirus par Internet. On le voit bien d'ailleurs. Et une des raisons du confinement, c'est justement pour permettre à notre système de santé de ne pas éclater dans le contexte actuel et de pouvoir faire face à la situation. Donc, il y a une illusion et un enfumage. Par contre, que le patronat et un certain nombre de forces sociales essaient d'utiliser le numérique pour des raisons idéologiques, pour essayer de maintenir le système de domination actuel, le système d'austérité, etc. Oui, bien entendu. Mais ce n'est pas ça qui changera réellement le rapport de force et à obtenir pour changer vraiment ce système à la fois destructeur sur le plan humain et destructeur sur le plan de la nature. Et destructeur donc sur les plans environnemental et des relations entre l'homme et la nature. L'homme d'ailleurs faisant partie de la nature, c'est même pas un problème de relation entre l'homme et la nature. La question qui nous est posée, c'est que nous faisons réellement partie de cette nature. Et donc comment nous comportons-nous dans cette nature à laquelle nous appartenons? C'est ça la question qui nous est posée. Et là, on est en contradiction totale avec le système capitaliste néolibéral tel que nous le connaissons aujourd'hui. D'accord. Et par conséquent, pour toi, est-ce qu'on est à un point de bascule, à un moment de bascule aujourd'hui vers un autre modèle économique et environnemental? Et donc, en fait, est-ce que les discours sur le monde d'après sont-ils pertinents? Ou, selon toi, est-ce que les conditions politiques, socio-économiques, culturelles et environnementales ne sont-elles pas réunies pour une bifurcation du modèle? Il est difficile de dire ce que sera demain. Les prophéties ne sont jamais que des prophéties et c'est difficile de voir comment ça va se passer. Par contre, ce qu'on peut regarder, c'est les dispositions qui sont prises. Et quand on examine ces dispositions, que ce soit au niveau mondial, au niveau européen, avec les dispositions qui ont été prises par la Banque centrale européenne ou par le Conseil européen, et les dispositions qui sont prises au niveau national, sont toutes des dispositions qui sont en faveur de la production, en faveur de la relance économique telle que nous l'avons connue avant. Il y a peu de choses réellement tournées vers les transitions écologiques, climatiques, etc., pour reprendre cette expression-là. Et malheureusement, on peut craindre que le rapport de force soit de ce côté-là, et non pas du côté des aspirations au changement telles que le souhaite toute une série de réseaux associatifs. Je comprends bien ce souhait-là et cette espérance, mais ce n'est pas sûr que le rapport de force soit réellement de ce côté, au contraire. Donc on risque de se retrouver, en tout cas immédiatement, à la sortie du confinement et de sa crise. D'une part, la crise risque de durer bien plus longtemps qu'on le croit, et on risque de se retrouver avec
un redémarrage économique de même nature que ce que nous avons connu précédemment, compte tenu du rapport de force. On le voit bien à travers les publicités qu'il y a encore à la radio ou à la télévision. Ce n'est pas des publicités qui sont tournées vers le changement, c'est quand même des publicités qui sont tournées vers les modes de consommation anciens avant le confinement. Et donc, on a une préparation à la fois culturelle et idéologique pour recommencer comme avant. C'est-à-dire que tout doit changer pour que tout continue comme avant. Un peu le théorème de Tancrède dans Le Guépard, finalement. Et c'est ça, pour personnellement, la grande crainte que j'ai. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on se batte pour changer ça, justement. Mais c'est un processus extrêmement long, le changement, parce que ça demande des changements culturels, des changements anthropologiques, des changements de conversion économique extrêmement importants qui ne sont pas en cours, et des changements sociaux et de redistribution qui ne sont pas du tout à l'ordre du jour. Toutes les dispositions qui ont été prises pour aider les plus défavorisés, qui ont été prises par le gouvernement à l'heure actuelle, ne coûtent pas un sou au patronat et pas un sou aux multinationales. C'est uniquement des dispositions qui sont prises sur le budget d'aujourd'hui ou futur de la France, donc sur nos impôts. On se fait notre propre solidarité entre nous, ce qui est pas forcément une mauvaise chose, mais en tout cas, il n'y a aucun effort de la part du patronat, de la part des entreprises du CAC 40 dans ce sens-là. Donc, c'est ça la question qui, pour l'instant, me paraît dominante. Et on n'a pas renversé le rapport de force. Comment interprètes-tu les signaux envoyés sur sa gauche de la part du président Macron et du gouvernement? La dernière fois, il a parlé dans son discours quand même, enfin dans son allocution, des jours heureux, des biens qui doivent rester hors du marché. Pour toi, c'est quoi? C'est du vol ou c'est du vol de mots ou il y a une évolution réelle? Il faut bien voir que Macron lui-même nous a déjà fait le coup après la crise des Gilets jaunes. Il avait déclaré au début de l'année dernière que plus rien ne serait comme avant. Or, on a eu quoi? On a eu le grand débat, une diarrhée de mots de la part du président dans le cadre de ce grand débat, puisque c'était lui-même qui s'écoutait parler, et puis pas grand-chose par la suite. Au contraire, la poursuite d'une politique d'austérité, aggravant les inégalités, etc. Et pas un retour au service public. La preuve, c'est que le personnel de santé était en action, était en grève pour un certain nombre depuis un an, et que à la veille du coronavirus, on fermait encore des lits, on fermait des maternités, on fermait des établissements. Et que même pendant le coronavirus, un certain nombre, ça a été le cas à l'hôpital de Nancy, de technocrates au service de gouvernement ont annoncé qu'on continuerait la politique de fermeture des établissements. Donc, on nous a déjà fait le coup. Sarkozy nous l'avait fait également après la crise de 2008 en disant que plus rien ne serait comme avant, que les paradis fiscaux c'était fini et on a vu le résultat parce que tout ça, c'est au-delà des expressions orales et des paroles, c'est une question de rapport de force qui est posée, comme je disais tout à l'heure. Donc, pour moi, c'est plus ça qui est en cause que la réalité de politiques qui vont être transformées. Parce que dès aujourd'hui, Macron aurait pu prendre un certain nombre d'initiatives démontrant la rupture. Par exemple, il aurait pu annoncer l'augmentation des salaires. Or, qu'est-ce qu'il a fait dans la loi sur un état d'urgence? Il a augmenté le temps de travail. Et il a cassé le peu qui restait du Code du travail, au moins jusqu'à la fin de l'année. Et on ne sait pas ce qui va se produire après, après cette période-là. Donc, il a fait exactement l'inverse de ce qu'il déclarait finalement en disant il y a des biens qui sont trop précieux pour être livrés au marché, etc. Et toute sa politique, en tout cas, depuis qu'il participe sous des formes diverses au gouvernement, depuis donc une bonne dizaine d'années, contredit complètement ces déclarations-là. Et on n'a vu aucun signe réel de changement, ni de la part du gouvernement,
ni de sa part à lui, à part les belles déclarations. Donc, pour l'instant, on en est là, hein, et quand on regarde d'un peu près les lois qui ont été votées, les lois de finances rectificatives qui ont été votées, c'est pas vers une reprise du développement des services publics qu'on se dirige, c'est plutôt vers la reprise des formes de fonctionnement et d'austérité que nous avons connues avant la crise du coronavirus. Pour l'instant, on en est réellement là, je pense. D'accord. Et deux, trois dernières questions. Dans ce cadre-là, pour toi, la stratégie de déconfinement progressif à partir du 11 mai est plutôt dans une logique de reprise du travail plutôt que de réduction des inégalités des enfants à l'école. C'est que c'est comme ça que ça a été justifié par le gouvernement. Alors, le diagnostic qu'a fait Macron sur les inégalités pendant la crise, c'est-à-dire l'augmentation des inégalités, pas seulement scolaires d'ailleurs, est vrai. Et, toutes les formes d'inégalité, finalement, ont été accentuées par la crise, que ce soit pour les élèves sur le plan scolaire, mais que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit, y compris sur les libertés, partout. Et donc, de ce point de vue-là, plus vite le confinement sera levé, mieux ça vaudra. Bon, il est à peu près évident que la reprise des cours à l'école et au collège et au lycée, mais pas à l'université, donc c'est quand même un signe, c'est pour permettre aux parents d'aller au travail. Parce que c'est vrai que si l'économie est complètement arrêtée, ça ne peut pas durer éternellement, y compris les modes de vie des Français vont s'effondrer. Donc il y a bien une nécessité qui est réelle. Mais comment le fait-on, cette reprise? Et c'est ça que nous ne connaissons pas aujourd'hui encore. Et même la conférence de presse qui est prévue par le Premier ministre cet après-midi, ce n'est pas sûr qu'elle nous donnera des éléments concrets à ce sujet-là. Donc, on peut penser quand même que c'est plus tourné vers une école qui sera chargée de garder les enfants pendant que les parents iront au boulot. La deuxième chose qu'on peut constater, c'est que la dématérialisation, pour revenir là-dessus, notamment des cours, ça ne fonctionne pas bien quand même. Et ça fonctionne peut-être pour une petite minorité, à condition que les parents aient les moyens de se substituer aux professeurs, mais on voit bien que rien ne remplace le cours en présence avec un rapport direct entre les élèves et le professeur ou la professeure, de façon à ce qu'il y ait un contact humain et des certaines choses qui se passent qui ne peuvent pas se créer à travers le numérique. C'est pas possible, même si le numérique peut être un support supplémentaire et un outil supplémentaire, mais ce n'est jamais qu'un outil supplémentaire. Ça ne peut pas être autre chose et ça ne peut pas se substituer, contrairement à ce que prétendaient certains, à une forme d'éducation en présence et à l'école relativement traditionnelle telle que nous la connaissons. Donc là aussi, c'est plutôt, de mon avis, un déconfinement, la preuve qui était fait pour permettre de reprendre les activités économiques le plus rapidement possible. La preuve, c'est qu'au départ, on prévoyait le confinement des personnes âgées, alors qu'il n'y avait aucune raison. Et qu'au contraire, c'était vexatoire, enfin, et que c'était profondément discriminatoire et absolument inadmissible. Donc, ce que prévoyait Macron, c'était un déconfinement pour ceux qui peuvent travailler, et on continue à confiner finalement ceux qui ne sont pas utiles pour la production dans l'immédiat. C'était quand même un signe. L'état de droit a été quand même pas mal piétiné en France et ailleurs dans le monde, avec des dispositifs exceptionnels qui ont été mis en place, peut-être qui seraient amenés à perdurer. Quelle est ton analyse? On voit bien que le confinement remet en cause des libertés fondamentales, notamment la liberté d'aller et venir. Bon, ce que nous pouvons craindre, parce qu'on a une longue expérience derrière
plus d'un siècle, qui est que des mesures exceptionnelles ont tendance à devenir normales et à devenir la norme. Ça a été vrai sur l'état d'urgence à propos du terrorisme, puisqu'un certain nombre de dispositions d'état d'urgence ont été introduites dans la loi courante, normale. C'est la première loi pratiquement qu'a fait voter Macron quand il était élu président de la République. Et on peut craindre que les dispositions de restriction des libertés soient donc prorogées après la période de confinement. La deuxième chose, c'est que quand on regarde le projet de loi et les ordonnances, enfin la loi qui a été votée sur l'état d'urgence et les ordonnances qui en découlent, la répression est quand même extrêmement forte, puisque si il y a entrave aux mesures de confinement, la première amende est de 135 €. Mais la deuxième peut aller jusqu'à 1 500 €. Et à partir de la troisième, là, ça devient complètement fou. Ça peut être 3 750 €, plus 6 mois de prison, plus des travaux d'utilité publique. Et si c'est fait avec une voiture, la suppression pendant 3 ans du permis de conduire. Donc, c'est complètement fou. Et on voit bien qu'il y a eu quelques abus de la part d'un certain nombre de policiers dans un certain nombre d'endroits par rapport à ces dispositions-là. Il n'y avait pas de raison d'aller vers des sanctions de ce type-là. D'ailleurs, la loi utilise le terme punition. Ce n'est même pas des sanctions, c'est des punitions. Et là, il y a une volonté manifeste de punir effectivement le peuple français parce qu'il y a le coronavirus comme s'il en était la cause. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Deuxième chose inquiétante, malgré les justifications de Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, c'est le fait que la loi organique qui accompagnait la loi sur l'état d'urgence sanitaire et qui normalement allongeait les délais de présentation d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel de la part de la Cour de cassation et du Conseil d'État ont été allongés. Il n'y avait pas une urgence extraordinaire pour allonger ce délai-là. On pouvait très bien respecter la Constitution. Or là, la loi a été votée en violation complète de la Constitution et le Conseil constitutionnel a lui-même déclaré que, compte tenu des circonstances actuelle, cette loi-là n'était pas manifestement contraire à la Constitution, alors qu'elle était contraire à la Constitution de façon évidente, puisque normalement, elle ne peut pas être votée avant 15 jours après le dépôt de la loi à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et que là, elle a été votée le lendemain et le surlendemain. Donc, les délais n'ont pas été respectés. Et le fait que ce soit le Conseil constitutionnel lui-même qui viole la Constitution est extrêmement préoccupant. On a là un précédent, quoi qu'en dise Laurent Fabius, extrêmement préoccupant parce que c'est la négation de l'état de droit, effectivement. Donc, on a deux questions majeures qui nous sont posées. Cette négation de l'état de droit par le Conseil constitutionnel lui-même, sous pression du gouvernement, bien entendu. Et puis, que va-t-il advenir des dispositions liberticides qui ont été prises pendant la période de confinement à travers la loi sur l'état d'urgence sanitaire? Et nous avons peut-être une troisième question à nous poser, c'est qu'on a inventé un nouvel état d'urgence, à côté de l'état d'urgence sécuritaire, si on veut, qui avait été inventé en 1955 pendant la période de la guerre d'Algérie. Là, on a un deuxième état d'urgence qui est l'état d'urgence sanitaire. On peut très bien nous inventer un troisième état d'urgence et un quatrième état d'urgence pour des raisons diverses, des raisons climatiques, environnementales, où on peut imaginer un peu n'importe quoi. Donc, on peut arriver à avoir des états d'urgence successifs et qui se cumulent les uns par rapport aux autres et pratiquement vivre en état d'urgence permanent si ça continue. Donc, il faut qu'on sorte réellement de cette situation-là le plus vite possible, même si on pouvait imaginer que le confinement était utile pendant une période pour éviter la propagation de l'épidémie et sauver des vies, ce que personne ne conteste. Mais les dispositions telles qu'elles ont été prises n'étaient pas obligatoires et on pouvait sans doute faire autrement, y compris du point de vue des libertés. Et je pense que dans des conditions, dans des situations de ce type-là,
c'est justement l'augmentation des libertés réellement et le respect des libertés fondamentales qui est une des, raisons, une des conditions sine qua non sans doute du respect par les gens justement des dispositions qui doivent être prises pour faire face à des situations graves. Ce n'est pas en les prenant pour des petits-enfants et en les punissant que l'on responsabilise les gens, au contraire. Et là, on retombe le rôle également, un rôle important pour les associations, qui est un rôle d'émancipation, d'éducation populaire et d'émancipation. Et c'est exactement le contraire de la punition et de l'infantilisation. D'accord, merci beaucoup.